Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Mali, le collectif Yereolo, debout sur les remparts, a salué un potentiel contrat entre la junte au pouvoir et la société russe Wagner. C'était lors d'une conférence de presse organisée à Bamako. En Côte d'Ivoire, la limitation de l'âge à la présidentielle revient dans le débat. La question sera soumise au Parlement l'année prochaine. Le plafond était fixé à 75 ans jusqu'en 2016. Et puis le roi Mohamed VI du Maroc a nommé le numéro 2 de l'armée. C'est un inspecteur général des forces armées royales. C'est un communiqué du palais qui l'annonce. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Mali, le collectif Yereolo, debout sur les remparts, a salué un potentiel contrat entre la junte au pouvoir et puis la société privée russe, le groupe Wagner et ses mercenaires. C'était lors d'une conférence de presse organisée à la maison de la presse de Bamako, la capitale. Écoutons ici le porte-parole du mouvement pour plus de précision. Je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin. Wagner égale à l'armée russe. L'armée russe égale à Wagner. C'est ce qui est la vérité. Si Wagner c'est aller libérer la Syrie, si Wagner c'est aller libérer la Centrafrique, bienvenue à Wagner à Bamako pour libérer le Mali. Assimi, c'est Assimi et il comprend la guerre asymétrique. C'est pourquoi il a proposé une solution asymétrique. À la guerre asymétrique, nous proposons une solution asymétrique. C'est ce qui s'appelle Wagner. Et aujourd'hui, c'est la fin de la France-Afrique qui est en train de sonner à partir du Mali. Je vous informe qu'il y a plus de 50 experts militaires qui sont au Mali depuis plus d'un mois. Ils ont fini les expertises, les rapports militaires, les constats sur le terrain. Et la fin de la guerre au Mali est prévue pour 6 mois. Puisque nous savons que nous ne sommes pas dans une guerre, c'est pourquoi la France l'a même qualifiée d'asymétrique. Une guerre où on ne connaît pas le visage de l'ennemi. Ça, c'est quelle guerre ça? Des membres de la société civile guinéenne expriment leur espoir concernant la concertation avec la junte suite au coup d'État militaire du 5 septembre dernier, partagé entre satisfaction d'avoir été écouté pour les uns et frustration de n'avoir pu prendre la parole ou de n'avoir pas entendu grand-chose au cours de cette rencontre, notamment sur la défense des droits humains. Ils attendent tout de même la publication du calendrier par les militaires. Détail. Des centaines de militants guinéens des droits humains, de la promotion des femmes ou de la lutte contre la corruption ont fait la queue mercredi dans l'espoir d'exposer leurs attentes au chef des putschistes, ont constaté des journalistes de l'AFP. Bon nombre de ceux qui se sont présentés devant le Palais du Peuple, siège du Parlement dissous, ont été déçus, faute d'être admis aux séances de concertation organisées depuis mardi par la junte, avec l'objectif annoncé de recueillir les propositions pour préparer une transition censée ramener les civils au pouvoir. C'est une transition qui doit aller au minimum à 24 mois. Minimum pour la simple raison, l'adoption d'une nouvelle constitution, son élaboration, son adoption et sa vulgarisation, et la mise en place d'institutions qui doivent supporter la constitution avant les élections, on ne peut pas massacrer ces étapes. Il faut tirer les leçons de la transition de 2010. Nous ne sommes pas pour aussi une transition longue, une transition qui va donner l'appétit, une transition qui va donner la possibilité, n'est-ce pas, à d'autres remous et à d'autres agissements. Nous voulons participer à la rédaction des textes, nous voulons participer à la gestion du pays et pourquoi pas demander le poste de Premier ministre pour une femme. Depuis 63 ans que la Guinée est indépendante, aucune femme n'a jamais occupé le poste de la primature.
Ce serait un signal fort, un symbole extrêmement important que des militaires dans une transition décident de nommer une femme Premier ministre. La question des droits humains ou du respect de l'état de droit n'a pas été spécifiquement évoquée par le lieutenant-colonel Doumbouya, a dit Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, un député a relancé le débat sur la limitation de l'âge des candidats, notamment à la présidentielle, et a assuré que la question sera donc de nouveau soumise au Parlement en 2022, l'année prochaine. Le plafond de 75 ans prévu donc dans la Constitution de 2000 a été retiré dans celle de 2016. C'est le député indépendant et maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko, qui a relancé le débat par un post Facebook intitulé « L'âge de la retraite politique ». Dans ce court test, il a affirmé qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, il proposera de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Les députés sont majoritaires à vouloir ce changement, a assuré l'élu de Tiasalé, qui entend déposer ce projet avec d'autres parlementaires indépendants, mais aussi issus du rang de la majorité et de l'opposition. En annonçant cela plus de 7 mois à l'avance, Antoine Assalé Tiemoko espère que le débat aura le temps d'infuser. Il faut dire que restaurer la limite d'âge nécessite une modification de la Constitution votée par les 2/3 des parlementaires, députés et sénateurs réunis en Congrès. Depuis plusieurs mois, au sommet de l'État, on envisage de fixer un nouvel âge plafond. Pour autant, la question divise même au sein des partis. Les adversaires de la limite d'âge estiment que ce n'est pas à la loi d'exclure des personnalités qui ont eu, tour à tour, les suffrages des Ivoiriens. Les partis considèrent que leur mise à la retraite forcée provoquerait un renouvellement nécessaire de la classe politique. Et toujours au chapitre politique au Kenya, l'opposant historique Raila Odinga, 4 fois candidat malheureux à la présidentielle, a démenti dans un entretien tout accord avec le président sortant Uhuru Kenyatta avant le scrutin de l'année prochaine. Il n'exclut pas de se présenter à cette élection. Figure politique du Kenya, le vétéran Raila Odinga, aujourd'hui âgé de 76 ans, n'exclut pas une 5e candidature présidentielle. Celui qui a brigué 4 fois la présidence en 1997, 2016, 2013 et 2017 est accusé d'avoir conclu un accord avec le président Uhuru Kenyatta avant le scrutin de l'an prochain. Une accusation qu'il a démentie dans un entretien accordé à l'agence France Presse. Raila Odinga assure n'avoir aucun intérêt personnel dans le projet de révision constitutionnelle baptisé Building Bridge Initiative qu'il a conjointement porté avec Uhuru Kenyatta. Ce processus de révision constitutionnelle a été déclaré illégal par un tribunal et une cour d'appel, mais le gouvernement a annoncé début septembre qu'il allait déposer un recours contre cette décision devant la Cour suprême. Ce projet vise à élargir l'exécutif en créant notamment un nouveau poste de Premier ministre pour atténuer le système actuel du vainqueur rafle tout, cause selon le président des conflits post-électoraux qui ont jalonné l'histoire du pays. Certains y voient en réalité un pacte en vue de l'élection de 2022 dans lequel Odinga briguerait la présidence avec le soutien du parti présidentiel Jubilee en échange d'un poste de Premier ministre pour Uhuru Kenyatta qui n'a pas le droit de briguer un 3e mandat présidentiel. Surnommé Akwambo, le mystérieux dans sa communauté Luo, Odinga n'a pour l'instant pas dévoilé s'il serait candidat pour la 5e fois au scrutin d'août 2022. Je parlerai de ce sujet en temps voulu, a-t-il déclaré. S'il est candidat, Raila Odinga aura pour grand rival le vice-président William Ruto, qui s'était initialement vu promettre le soutien du président Kenyatta pour la magistrature suprême en 2022. Et en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a défendu ce mercredi l'état de la démocratie dans son pays, repoussant ainsi les critiques de l'opposition qui l'accuse de mener le pays vers la dictature. Elle assure déjà qu'elle va se présenter à l'élection de 2025. La Tanzanie, très bonne en démocratie, a déclaré Samia Suluhu Hassan lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie de l'ONU. Je sais que des défis se posent à notre démocratie, mais c'est normal car aucun pays n'est parfait en ce qui concerne la démocratie, a-t-elle ajouté.
Samia Suluhu Hassan, qui a succédé au défunt Magufuli, dont elle était vice-présidente, conformément à la Constitution, a également laissé entendre qu'elle se présenterait à l'élection présidentielle de 2025. À son arrivée au pouvoir en avril, Samia Suluhu Hassan a donné des signes de rupture avec son autoritaire prédécesseur John Magufuli, décédé subitement fin mars, en se disant notamment prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Mais la retentissante arrestation fin juillet du leader du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, actuellement en procès pour terrorisme, a notamment jeté le doute sur ses intentions. Le parti Chadema de Freeman Mbowe dénonce un procès politique mené contre son dirigeant et une dérive du régime vers la dictature. Une autre formation d'opposition, l'Alliance pour le changement et la transparente Wazalendo, a affirmé mercredi que la démocratie était en état d'arrestation sous le régime de Samia Suluhu Hassan. En outre, le gouvernement a suspendu pour 14 jours le journal Uhuru, détenu par le parti au pouvoir, pour avoir publié une fausse information affirmant que Hassan n'envisageait pas de se présenter à la prochaine présidentielle. En septembre, le gouvernement a également suspendu un hebdomadaire privé pendant 30 jours pour avoir lié un tireur terroriste ayant abattu 4 personnes en août à Dar es Salaam au parti au pouvoir. Le roi Mohamed VI du Maroc, lui, a nommé un nouvel inspecteur général des forces armées royales marocaines, soit le numéro 2 de l'armée. C'est ce qu'indique le communiqué du palais, relayé notamment par l'agence officielle de presse. Le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a bien voulu nommer le général de corps d'armée, Belkir El Farouk, inspecteur général des FAR, en remplacement du général de corps d'armée Abdel Fattah Louarak, indique le communiqué du palais. Le général Louarak occupait ce poste depuis 2017. Le souverain marocain est le chef suprême des armées et cumule les fonctions de chef d'état-major selon la Constitution. Le général El Farouk a été choisi pour ce poste au vu de ses compétences professionnelles et de l'esprit élevé de responsabilité dont il a fait preuve lors des différentes missions qui lui ont été confiées, ajoute le communiqué. Le haut gradé continuera d'assumer ses missions de commandant de la zone sud qui couvre le territoire disputé du Sahara occidental, précise le palais. Le général El Farouk a dirigé les opérations dans la zone tampon de Guerguerat, dans l'extrême sud du Sahara occidental, à la mi-novembre 2020, pour en déloger un groupe d'indépendantistes sahraouis du Front Polisario qui bloquait la seule route d'accès vers la Mauritanie voisine. La confrontation avait conduit le Polisario à se déclarer en état de guerre, de légitime défense et à rompre unilatéralement un cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Le statut du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, oppose depuis 1975 le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Ce contentieux est la principale pomme de discorde entre Rabat et Alger, qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec son voisin marocain. Le Maroc, qui contrôle 80% du Sahara occidental, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté pour ce territoire désertique de 266 000 km² situé au nord de la Mauritanie. L'armée marocaine compte environ 310 000 militaires et 150 000 réservistes, selon le site spécialisé Global Firepower. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.